Avant de continuer, profitez de cette opportunité, abonnez-vous à la chaînette, activez les notifications. Nous révélons ici des histoires où le silence dissimule des vérités que peu osent affronter. Dites-moi maintenant dans les commentaires, d'où suivez-vous cette histoire? Votre présence ici fait partie de ce mystère. La villa La Léopolda se dressait sur le flanc de la colline de Villefranche-sur-Mer, comme un lieu hors du temps, comme détaché du monde des vivants. Ce n'était pas seulement l'imposante géométrie des jardins ou le reflet discret des pierres claires sous le soleil de la Côte d'Azur. Il y régnait une présence silencieuse, une impression persistante que chaque mur, chaque fenêtre close, gardait un secret qu'il ne voulait pas dévoiler. Étienne Morel observait la propriété de loin, depuis l'étroite terrasse de la maison louée où il allait passer les prochains mois. Il n'était pas venu par simple fascination ou par curiosité touristique. Son arrivée dans la région avait un but précis, quoique mal défini, même pour lui. Historien spécialiste des domaines européens acquis dans des circonstances obscures, Étienne avait appris à reconnaître certains schémas. Des fortunes qui s'accumulent trop vite, des documents incomplets, des noms effacés des archives publiques. La villa La Léopolda incarnait tous ces signes. De l'autre côté de l'histoire se trouvait Lucien Vauclair, l'actuel propriétaire indirect de la villa, un homme dont la vie publique semblait soigneusement orchestrée pour ne laisser aucune trace. Investisseur international, philanthrope à ses heures et figure incontournable des événements mondains, Lucien se tenait à l'écart de toute implication directe dans la gestion de la propriété. Officiellement, la villa était administrée par une société holding suisse. Officieusement, tout le monde dans la région savait que rien ne s'y faisait sans son autorisation. Le conflit entre les deux hommes n'a pas débuté par une réunion, une dispute ou une menace explicite. Il a commencé par des dossiers incomplets, par la disparition de factures d'achat dans les registres français, par des témoignages contradictoires d'anciens employés qui, contactés, raccrochaient brusquement ou niaient tout simplement avoir travaillé là. Chaque tentative d'Étienne pour aller de l'avant se heurtait à un silence pesant, presque hostile. La première visite à la villa La Léopolda n'était pas autorisée. Étienne se contenta de faire le tour du périmètre extérieur, flânant lentement le long de la route sinueuse qui longeait les hauts murs. Aucune caméra n'était visible, mais l'impression d'être observé était constante. Seul le vent et le murmure lointain de la mer venaient troubler le silence. Pourtant, ce silence avait quelque chose d'artificiel, de contrôlé. À un endroit du mur, il remarqua une vieille plaque de fer, partiellement recouverte de lierre. Les armoiries royales qui figuraient autrefois avaient été grattées, ne laissant que de profondes marques dans la pierre. Il ne s'agissait pas d'un simple acte de vandalisme. Le travail avait été réalisé avec précision, comme si quelqu'un avait voulu effacer une origine précise, et non pas seulement détruire un symbole. Le soir même, en consultant de vieux documents sur son ordinateur portable, Étienne découvrit une référence croisée qui l'interpella. Un nom apparaissait à plusieurs reprises dans des documents financiers du début du XXe siècle, liés à des travaux d'agrandissement de la villa. Armand Delacroix, officiellement, Delacroix n'était qu'un agent immobilier. Officieusement, aucune trace de son décès ni de son départ du pays n'a été retrouvée. Son nom a tout simplement disparu après une série de transferts de capitaux. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Lucien Vauclair examinait des rapports dans une pièce sans fenêtre. Un assistant l'informa, d'une voix basse, qu'un nouveau chercheur s'était installé à proximité. Lucien ne laissa rien paraître. Il demanda simplement son nom. À l'entendre, il garda le silence quelques secondes de plus que nécessaire. « Écoutez, » dit-il finalement, « rien de plus. » La tension qui montait ne dépendait pas des confrontations directes. Elle naissait de l'absence de réponse, du sentiment que chaque pas vers la vérité aurait un prix. La villa demeurait immobile, imposante, comme en attente. Non pas d'Étienne, non pas de Lucien, mais de l'inévitable moment où quelque chose, enfoui sous des décennies de silence, serait contraint de ressurgir. Et lorsque cela arrivait, personne n'en sortait indemne.
La villa La Léopolda se dressait sur le flanc de la colline de Villefranche-sur-Mer, comme un lieu hors du temps, comme détaché du monde des vivants. Ce n'était pas seulement l'imposante géométrie des jardins ou le reflet discret des pierres claires sous le soleil de la Côte d'Azur. Il y régnait une présence silencieuse, une impression persistante que chaque mur, chaque fenêtre close, gardait un secret qu'il ne voulait pas dévoiler. Julien Arnaud observait la propriété de loin depuis l'étroite terrasse de la maison louée où il allait passer les prochains mois. Il n'était pas venu par simple fascination ou par curiosité touristique. Son arrivée dans la région avait un but précis, quoique mal défini, même pour lui. Historien spécialiste des domaines européens, acquis dans des circonstances obscures, Julien avait appris à reconnaître certains schémas, des fortunes qui s'accumulent trop vite, des documents incomplets, des noms effacés des archives publiques. La villa La Léopolda incarnait tous ces signes. De l'autre côté de l'histoire se trouvait Mathieu Renaudin, l'actuel propriétaire indirect de la villa, un homme dont la vie publique semblait soigneusement orchestrée pour ne laisser aucune trace. Investisseur international, philanthrope à ses heures et figure incontournable des événements mondains, Mathieu se tenait à l'écart de toute implication directe dans la gestion de la propriété. Officiellement, la villa était administrée par une société holding suisse. Officieusement, tout le monde dans la région savait que rien ne s'y faisait sans son autorisation. Le conflit entre les deux hommes n'a pas débuté par une réunion, une dispute ou une menace explicite. Il a commencé par des dossiers incomplets, des enregistrements d'achats qui disparaissaient des registres français et des témoignages contradictoires d'anciens employés qui, contactés, raccrochaient brusquement ou niaient tout simplement avoir travaillé là. Chaque tentative de Julien pour aller de l'avant se heurtait à un silence pesant, presque hostile. La première visite à la villa La Léopolda n'était pas autorisée. Julien se contenta de faire le tour du périmètre extérieur, flânant lentement le long de la route sinueuse qui longeait les hauts murs. Aucune caméra n'était visible, mais l'impression d'être observé était constante. Seul le vent et le murmure lointain de la mer venaient troubler le silence. Pourtant, ce silence avait quelque chose d'artificiel, de contrôlé. À un endroit du mur, il remarqua une vieille plaque de fer partiellement recouverte de lierre. Les armoiries royales qui y figuraient autrefois avaient été grattées, ne laissant que de profondes marques dans la pierre. Il ne s'agissait pas d'un simple acte de vandalisme. Le travail avait été réalisé avec précision, comme si quelqu'un avait voulu effacer une origine précise et non pas seulement détruire un symbole. Le soir même, en consultant de vieux documents sur son ordinateur portable, Julien découvrit une référence croisée qui l'interpella. Un nom apparaissait à plusieurs reprises dans des documents financiers du début du XXe siècle, liés à des travaux d'agrandissement de la villa. Victor Lemaître officiellement. Lemaître n'était qu'un agent immobilier. Officieusement, aucune trace de son décès ni de son départ du pays n'a été retrouvée. Son nom a tout simplement disparu après une série de transferts de capitaux. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Mathieu Renaudin examinait des rapports dans une pièce sans fenêtre. Un assistant l'informa d'une voix basse qu'un nouveau chercheur s'était installé à proximité de la propriété. Mathieu ne laissa rien paraître. Il demanda simplement son nom. À l'entendre, il garda le silence quelques secondes de plus que nécessaire. « Écoutez, dit-il finalement, rien de plus. La tension qui montait ne dépendait pas des confrontations directes. Elle naissait de l'absence de réponse, du sentiment que chaque pas vers la vérité aurait un prix. La villa restait immobile, imposante comme en attente. Non pas de Julien, non pas de Mathieu, mais de l'inévitable moment où quelque chose enfoui sous des décennies de silence serait contraint de ressurgir. Et lorsque cela arrivait, personne n'en sortait indemne. La région autour de la villa La Léopolda offrait un contraste saisissant. Le jour, Villefranche-sur-Mer arborait des façades colorées, des cafés animés et des touristes captivés par le paysage méditerranéen. La nuit venue, cependant, il suffisait de parcourir quelques kilomètres sur les routes étroites pour que l'atmosphère se métamorphose. Les lumières s'estompaient, le silence s'épaississait, et la présence imposante de la demeure, perchée sur la colline,
semblait dominer les alentours, telle une observatrice permanente. Julien Arnaud comprit rapidement que la villa n'était pas qu'un simple lieu historique. Elle influençait les comportements. Les commerçants locaux réagissaient de manière évasive lorsqu'ils mentionnaient le nom de la propriété. Certains faisaient semblant de ne pas entendre, d'autres changeaient de sujet avec une rapidité déconcertante. D'autres encore manifestaient un respect quasi superstitieux, comme si trop parler pouvait avoir des conséquences inattendues. C'est dans une petite bibliothèque municipale, peu fréquentée, que Julien a trouvé les premiers indices humains expliquant le silence. La bibliothécaire Claire Montferrand, une femme d'âge mûr, au maintien rigide et au regard attentif, se montra d'abord cordiale. Cependant, remarquant l'intérêt particulier que Julien portait aux documents relatifs à la villa La Léopolda, son expression changea subtilement. Malgré tout, elle lui permit de consulter de vieux journaux, à condition qu'ils restent sous sa surveillance. Claire parlait peu, mais elle observait tout. Ses gestes retenus et la précaution avec laquelle elle fermait chaque tiroir du classeur laissaient deviner qu'elle avait l'habitude de garder des secrets. Julien comprit vite qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître, même si elle ne souhaitait pas partager spontanément. Son intérêt pour l'histoire locale dépassait le cadre professionnel. Il y avait là un engagement personnel, encore insoupçonné. Pendant ce temps, Mathieu Renaudin maintenait sa routine impeccable. Il vivait la plupart du temps à Paris, dans un appartement minimaliste qui reflétait sa maîtrise absolue de son image. En public, il était connu comme un homme discret, un défenseur du patrimoine historique français. En privé, ses relations s'étendaient aux banques étrangères, aux cabinets d'avocats spécialisés en protection du patrimoine et aux intermédiaires dont les noms apparaissaient rarement dans les documents officiels. Mathieu ne venait pas souvent à la villa. Lorsqu'il s'y rendait, c'était toujours de nuit, accompagné de quelques employés de confiance. Le gestionnaire de la propriété, Henri Valois-Valois, était un homme de peu de mots, chargé de veiller à ce que rien ne dévie de la norme établie. Il connaissait chaque couloir, chaque accès secondaire et chaque zone interdite du manoir. Son passé, comme celui de beaucoup d'autres liés à la villa, était fragmenté, composé de périodes difficiles à retracer. Les employés qui y travaillaient ne restaient pas longtemps. Jardiniers, agents de sécurité et personnel d'entretien étaient constamment remplacés. Certains prétendaient avoir reçu de meilleures offres, d'autres disparaissaient tout simplement sans prévenir. Aucun n'a accepté de donner d'interview ni de parler ouvertement de son expérience. La peur n'était pas exprimée ouvertement, mais elle était omniprésente. Julien commença à remarquer une tendance inquiétante dans les archives historiques. À chaque changement majeur de propriétaire de la villa, des lacunes documentaires apparaissaient. Des incendies inexpliqués dans les archives secondaires ou des changements brusques dans l'administration locale. Victor Lemaître, dont le nom figurait dans les documents du début du XXe siècle, semblait jouer un rôle invisible entre ces différentes phases, non pas en tant que propriétaire, mais en tant que facilitateur. Quelqu'un qui préparait le terrain pour que d'autres puissent prendre le relais sans laisser de traces. La culture locale reflétait également cette omission sélective. Les récits oraux transmis par les anciens évoquaient de grandes fêtes, des visites de personnalités influentes et des décisions prises à l'abri des regards. Cependant, dès que le sujet abordait de trop près l'origine des fortunes en jeu, le récit devenait vague, presque rituel, comme si certaines vérités ne devaient pas être révélées. Mathieu Renaudin comprenait parfaitement la valeur de ce silence collectif. Il ne l'a pas imposé directement, il l'a simplement cultivé. De petits services, des mécénats culturels et des dons stratégiques ont permis que la villa soit perçue comme un symbole de prestige et non comme une énigme historique. Julien, de son côté, avait le sentiment que chaque nouvel élément d'information renforçait l'importance de l'enquête. Il ne s'agissait pas simplement de reconstituer une chronologie. La façon dont les gens prenaient leur distance, la dégradation des documents, tout cela suggérait une présence continue et active, protectrice des lieux. La villa La Léopolda n'était pas qu'un décor.
C'était un agent silencieux, influençant les décisions, effaçant les traces et choisissant avec soin ce qui devait rester visible. Et plus Julien avançait, plus il devenait évident que comprendre la villa impliquait de se confronter non seulement à des individus, mais à un système entier construit pour ne jamais être remis en question. Julien Arnaud commença à ressentir concrètement la résistance lorsque ses demandes officielles furent rejetées sans justification. Les demandes d'accès aux archives d'État se voyaient renvoyer des réponses standardisées. Les documents numériques présentaient des défauts occasionnels, toujours liés à la Villa La Leopolda. Il ne s'agissait pas d'un blocus absolu, mais d'un blocus sélectif, chirurgical, comme si quelqu'un savait précisément jusqu'où il pouvait aller. La pression s'intensifia lorsque Julien réalisa qu'il était suivi. Pas de façon flagrante, mais suffisamment pour briser son anonymat. Une voiture sombre apparaissait dans différentes rues, toujours garée à bonne distance. Un homme en tenue discrète se présentait dans les cafés près de la bibliothèque municipale à des heures similaires aux siennes. Rien d'illégal, rien de prouvable. Juste une présence. Claire Montferrand fut la première à réagir ouvertement à l'avancement de l'enquête. Comprenant que Julien avait recoupé des données entre d'anciens journaux et des documents financiers, elle commença à restreindre l'accès à certains fonds. Elle invoqua une réorganisation des archives, des problèmes structurels et des ordres de sa hiérarchie. Malgré cela, elle laissait parfois échapper quelques bribes d'informations, des fragments presque involontaires, révélant un conflit intérieur entre le devoir professionnel et un sentiment plus profond. À l'une de ces occasions, Claire a évoqué indirectement un ancien employé de la villa qui avait vécu reclus à la périphérie d'Èze pendant de nombreuses années, Gaston Rivière. Le nom n'apparaissait pas dans les archives officielles récentes, mais il surgissait sporadiquement dans des récits inédits. Julien avait compris le message. Ce n'était pas une indication directe, mais une opportunité soigneusement dissimulée. Entre-temps, Mathieu Renaudin renforçait son emprise. Des rencontres discrètes avaient lieu avec des avocats et des consultants spécialisés dans la gestion des risques de réputation. Un dossier détaillé sur Julien commença à circuler parmi ses conseillers. Rien n'indiquait un crime ou un comportement suspect, mais il dressait un état des lieux de ses habitudes, de ses contacts et de ses vulnérabilités potentielles. Mathieu ne cherchait pas la confrontation, il cherchait à anticiper. La visite de Julien à Èze marqua un tournant dans le conflit. La maison de Gaston Rivière se trouvait dans un endroit isolé, accessible uniquement par un chemin escarpé. L'endroit semblait abandonné, mais des travaux d'entretien récents indiquaient que quelqu'un s'en occupait encore. Gaston, un homme âgé à la posture rigide et au regard méfiant, ne niait pas avoir travaillé à la Villa La Leopolda. Cependant, ses réponses étaient évasives, soigneusement pesées. Au cours de la conversation, Julien remarqua que Gaston réagissait presque machinalement à certaines questions, interrompant brusquement ses phrases dès que des noms précis étaient mentionnés. Dans un moment d'inattention, le vieil homme laissa échapper que tout ce qui a été construit là n'aurait pas dû être achevé. Cette phrase, prononcée sans émotion, portait un poids qui dépassait le contexte historique. Le retour de Julien fut interrompu par un incident en apparence anodin. Sa voiture subit une panne électrique sur une portion de route isolée. La réparation révéla des traces d'interférences extérieures, difficilement explicables par l'usure normale. Il n'y avait pas de menace directe, mais le message était clair. Il franchissait des limites invisibles. Mathieu fut informé de la rencontre avec Gaston presque immédiatement. La rapidité avec laquelle l'information lui parvint confirma ses soupçons de fuites internes. En conséquence, il autorisa le remplacement de 2 employés de la villa et renforça les protocoles de sécurité. Il ne s'agissait pas seulement de protéger les biens matériels, mais aussi de préserver un récit soigneusement construit au fil des décennies. Les personnages secondaires commencèrent à jouer un rôle plus actif. Henri Valois manifestait un malaise croissant, remettant en question en silence les ordres de destruction de vieux documents. Claire Montferrand, quant à elle, se montrait plus prudente, mais son regard trahissait des regrets.
Chacun, à sa manière, ressentait le poids des choix passés. Le conflit, autrefois purement procédurier, devint personnel. Julien n'était plus seulement confronté à un manque d'informations, mais à une force organisée, silencieuse et tenace. Et plus cette force tentait de le contenir, plus il devenait évident que quelque chose d'essentiel, quelque chose de profondément anormal, se cachait sous les jardins impeccablement entretenus de la Villa La Leopolda. Les progrès des recherches commencèrent à engendrer des effets secondaires que Julien Arnaud n'avait pas prévus. Chaque étape vers la Villa La Leopolda semblait déclencher des mécanismes parallèles, des récits qui se déroulaient en marge du discours officiel, mais qui se reliaient silencieusement au cœur du conflit. La première de ces intrigues secondaires est apparue grâce à Clermont-Ferrand. Par une nuit pluvieuse, en dehors des heures d'ouverture de la bibliothèque, elle tendit à Julien un mince dossier vierge. Elle n'en expliqua pas la provenance. Elle déclara seulement que certains documents ne résisteraient pas à un nouveau réaménagement des collections. Le dossier contenait de vieilles lettres datant des années 1920 et 1930, mentionnant des versements réguliers à un fonds non déclaré, toujours liés à des travaux à la villa. Les signatures étaient illisibles, mais le style d'écriture suggérait une personne habituée à donner des ordres sans révéler son identité. Cette attitude mit Claire en danger. Les jours suivants, Julien comprit qu'elle était surveillée par ses supérieurs et que ses responsabilités étaient réduites. Des sanctions administratives mineures furent infligées sans raison apparente. La bibliothèque, autrefois silencieuse, devint un lieu de surveillance. L'intrigue secondaire de Claire montra clairement que le système de protection de la villa ne se limitait pas aux murs ou aux gardes. Il s'étendait aux institutions culturelles et administratives. Un autre fil narratif s'est tissé autour d'Henri Valois. L'intendant du domaine commençait à montrer des signes d'épuisement émotionnel. Lors d'une visite nocturne de Mathieu Renaudin à la villa, Valois hésita à évoquer la situation des archives souterraines de l'hôtel particulier. Son langage corporel trahissait un conflit intérieur. Il savait que certains documents conservés là ne devaient pas exister officiellement. Il savait aussi que le maintien de son poste dépendait d'un silence absolu. Entre-temps, la pression du temps s'intensifiait. Julien reçut une notification informelle l'informant que son contrat de recherche, financé par une fondation européenne, serait réévalué dans quelques semaines. Le motif invoqué était un écart par rapport au cadre académique. Le message était anonyme, mais l'intention était sans équivoque. Soit il agissait vite, soit il perdrait le soutien institutionnel qui le protégeait encore. L'élément le plus troublant, cependant, concernait Gaston Rivière. Quelques jours après leur rencontre à Èze, Julien tenta de le contacter à nouveau, mais découvrit que la maison était vide. Les voisins affirmèrent que le vieil homme était parti sans prévenir, laissant derrière lui ses effets personnels. Aucun dossier médical, aucune déclaration officielle. Gaston avait tout simplement disparu. Cette disparition ajouta une dimension d'urgence et de danger à l'enquête, laissant présager que le temps jouait contre Julien. Mathieu Renaudin suivit chacun de ces développements avec une attention calculée. Pour lui, les intrigues secondaires étaient des variables à neutraliser. L'éviction progressive de Claire, le contrôle accru sur Valois et l'isolement institutionnel de Julien s'inscrivaient tous dans une même stratégie: réduire les liens, affaiblir les soutiens et fragmenter toute menace potentielle. Pourtant, tout n'était pas sous contrôle. La structure même de la villa commençait à révéler des irrégularités. Valois signalait, dans un document interne, des problèmes récurrents dans les parties les plus anciennes du bâtiment, notamment dans les ailes fermées au public. De petits effondrements, des bruits inexpliqués au petit matin et des défauts électriques localisés indiquaient que quelque chose, sous la surface, s'effondrait, au sens propre comme au figuré. Les intrigues secondaires convergeaient vers un seul point. La Villa La Leopolda était non seulement le centre du conflit, mais aussi le lien qui maintenait chacun prisonnier de choix, fait bien avant.
Chaque personnage portait son lot de silence, et l'accumulation de ces omissions commença à creuser des fissures. Le temps devenant un ennemi manifeste, Julien comprit qu'il ne pourrait plus avancer seul bien longtemps. Les pièces du puzzle étaient en mouvement, et la moindre erreur risquait de les faire se retourner contre lui. Ce qui avait été une enquête historique se transformait en une course contre la montre face à des forces qui préféraient effacer des vies plutôt que de laisser éclater certaines vérités. Le tournant survint brutalement, sans prévenir, au petit matin, alors que la Villa La Leopolda semblait plus calme que d'habitude. Julien Arnaud reçut un court message, envoyé d'un numéro inconnu, ne comportant qu'une seule phrase et l'heure. Aucune signature. La localisation sous-jacente était évidente. Il atteignit le chemin latéral de la propriété peu après 2 heures du matin. La brume marine montait lentement le long de la colline, estompant les contours et étouffant les sons. Quelque chose avait changé dans le quotidien de la villa. L'éclairage extérieur était tamisé et l'une des entrées de service, habituellement verrouillée, restait entr'ouverte. Julien hésita quelques secondes, puis s'avança. L'occasion était trop rare pour la laisser passer. À l'intérieur, l'atmosphère semblait hors du temps. De longs couloirs, des murs épais et des portes anciennes créaient une impression de dépaysement. Le silence n'était pas naturel, il était imposé. Dans une aile inférieure, Julien découvrit quelque chose qui n'avait jamais figuré sur les plans officiels. Un accès souterrain, partiellement dissimulé par des panneaux de bois récemment restaurés. À l'intérieur, des boîtes métalliques alignées contenaient des documents qui contredisaient tout le récit officiel concernant la villa. Contrats, lettres et rapports financiers indiquaient que la propriété avait servi pendant des décennies d'instrument de circulation de capitaux illicites, protégés par des accords tacites entre personnalités influentes. Le nom de Victor Lemaître réapparut, non plus comme celui d'un simple intermédiaire, mais comme celui de l'architecte du système, celui qui avait orchestré l'effacement délibéré des identités et des origines. La révélation la plus troublante suivit. Parmi les documents, Julien découvrit des actes récents, datant de quelques années seulement, signés par une entité juridique directement liée à Mathieu Renaudin. Il ne s'agissait pas d'un simple héritage indirect, ni d'une coïncidence historique. Mathieu n'était pas un simple bénéficiaire du passé, il était la continuation consciente de ce mécanisme. La découverte fut interrompue par des bruits de pas. Il n'y avait pas le temps de s'échapper. Julien quitta l'espace souterrain par une entrée secondaire, échappant de justesse à un groupe de gardes de sécurité qui avançaient, lampes, torches et radio en main. La villa, jusque-là immobile, révéla alors son côté actif et vigilant. Presque simultanément, Mathieu Renaudin fut informé de l'invasion. Pour la première fois, sa réaction lui échappa. Il comprit que la limite avait été franchie. Le secret central de la villa avait été dévoilé, du moins en partie. Il ne suffisait plus de contenir, d'isoler ou de gagner du temps. Il fallait désormais agir. Henri Valois fut confronté à ses responsabilités dès cette nuit-là. La défaillance du système de sécurité lui incombait, et ses explications concernant les irrégularités structurelles parurent peu convaincantes. Mathieu n'attendait pas d'aveu. Il lui fallait un responsable visible. Dès lors, Valois cessa d'être un simple administrateur et devint remplaçable. Julien, de son côté, comprit que l'enquête avait changé de nature. Il ne possédait plus seulement des soupçons ou des indices épars. Il avait suffisamment de preuves pour menacer un système entier. Il n'éprouvait pas un sentiment de victoire, mais d'avertissement. Le point de non-retour était franchi. La Villa La Leopolda, jusque-là symbole lointain de silence et de puissance, s'était révélé être un organisme vivant, capable de réagir avec rapidité et précision. Le conflit ne portait plus sur la découverte de la vérité, mais sur la survie face aux conséquences qu'elle engendrerait. Les conséquences de l'invasion de la Villa La Leopolda se propagèrent rapidement, affectant chaque personne singulièrement, mais toutes liées par une même origine. Rien ne fut annoncé publiquement, ni communiqué, ni plaintes officielles. Pourtant, l'atmosphère autour de l'enquête devint plus hostile, plus opaque, comme si le territoire lui-même réagissait à la rupture du silence.
Julien Arnaud en a ressenti les effets presque immédiatement. Son accès à la bibliothèque municipale a été suspendu sous prétexte d'un audit interne. Ses courriels sont restés sans réponse. La fondation qui finançait ses recherches lui a adressé un courrier officiel l'informant de l'interruption temporaire de son soutien, évoquant des risques juridiques imprévus. L'isolement institutionnel a été total, en moins de 48 heures. Claire Montferrand a été relevée de ses fonctions sans préavis. Son badge a été désactivé et son bureau vidé par des tiers. La décision a été présentée comme administrative, mais le message était clair. Sa tentative de préserver des documents l'avait placé au cœur d'un système qui ne tolérait aucune déviation. Claire évitait tout contact direct avec Julien, consciente que toute association explicite risquait d'aggraver sa situation. Henri Valois subit des conséquences encore plus graves. Convoqué à Paris, il fut soumis à des interrogatoires menés par des avocats et des conseillers liés à Mathieu Renaudin. Aucune accusation formelle ne fut portée contre lui, seulement une pression constante. De retour en région, Valois cessa d'occuper la résidence officielle à la villa. Son départ ne fut pas officiellement enregistré, mais son nom fut rayé des communications internes. De gardien du silence, il était devenu une menace potentielle. Mathieu Renaudin a réorganisé sa stratégie. Des réunions d'urgence ont permis de redéfinir les protocoles de sécurité et de communication. Des zones de la villa ont été bouclées sous prétexte de travaux de structure. L'accès au sous-sol a été condamné et les documents restants transférés vers des lieux tenus secrets. Le système, déjà fragilisé, commençait à se redresser. Aux alentours de la propriété, l'atmosphère avait également changé. Les employés restants affichaient une nervosité manifeste. Les horaires furent réduits, les consignes se firent plus strictes et la moindre irrégularité était perçue comme une menace. La villa, jadis silencieuse par choix, devint silencieuse par peur. Julien s'efforçait d'organiser les informations recueillies, mais se heurtait à des obstacles constants. Ses appareils dysfonctionnaient inexplicablement. Une sauvegarde de fichiers était corrompue. Rien de tout cela n'était définitif, mais chaque petit contretemps retardait sa capacité de réaction. Une fois de plus, le temps jouait contre lui. La réaction la plus troublante fut la réapparition de Gaston Rivière, non pas en personne, mais par le biais d'un rapport de police que Julien découvrit dans d'autres sources. Le document faisait état d'un accident domestique mortel, survenu hors de la région quelques jours après sa disparition. La description était vague, les détails incomplets. Le corps avait été incinéré sans identification formelle. La conclusion officielle empêchait toute enquête. Ces informations ont redéfini les risques encourus. Le conflit n'était plus seulement une question de réputation ou de légalité. Des personnes étaient effacées, des histoires étaient brutalement interrompues. Mathieu savait que le contrôle absolu exigeait des sacrifices silencieux. Pour lui, chaque conséquence était un prix calculé. Pourtant, l'existence de preuves hors de portée immédiate de la villa engendra une instabilité sans précédent. Julien Arnaud lui échappait totalement, et c'était inacceptable. Les réactions suscitées par ce point de non-retour n'ont pas apaisé le conflit. Au contraire, elles l'ont rendu plus direct, plus dangereux. Dès lors, chaque action aurait des conséquences irréversibles. Le silence commença à se fissurer, et chaque fissure rapprochait chacun d'une issue inéluctable. L'isolement forcé a contraint Julien Arnaud à revoir sa démarche. Privé d'accès aux institutions, aux archives officielles et au financement, il a commencé à travailler avec plus de discrétion et d'autonomie. Il a abandonné ses habitudes, changé de logement et réduit ses communications numériques au minimum. Il ne s'agissait plus de recherche universitaire, mais de survie stratégique. Julien commença à agir avec plus de précision. Au lieu de chercher de nouvelles sources, il se concentra sur la protection et l'organisation de ce qu'il avait déjà obtenu. Il fragmenta les fichiers en copies physiques et numériques, stockés à des endroits distincts. Cette décision marqua un changement radical dans son comportement. Il cessa de réagir aux actions du système et commença à les anticiper.
Un nouvel allié a fait son apparition de manière inattendue. Élodie Marchand, une journaliste d'investigation, mise à l'écart des médias traditionnels après avoir révélé des malversations financières liées au patrimoine historique, a contacté Julien. Elle suivait déjà discrètement les mouvements de fonds concernant la villa La Léopolda et avait reconnu des schémas récurrents dans la disparition des documents. Leur alliance ne reposait pas sur une confiance absolue, mais sur des intérêts convergents. Ce partenariat a contraint Julien à dépasser le rôle d'observateur solitaire. Avec Élodie, il a appris à transformer des données brutes en récits vérifiables, capables de résister aux tentatives de censure. Chaque rencontre était brève, dans des lieux publics et sans enregistrement. La prudence est devenue une composante essentielle de la méthode. Entre-temps, Mathieu Renaudin subissait une autre forme de pression. La réorganisation interne de la villa n'avait pas complètement endigué les fuites. Le départ d'Henri Valois avait suscité un malaise parmi les employés de longue date, et des rumeurs commencèrent à circuler dans les cercles restreints de l'élite patrimoniale française. Rien de concret, certes, mais de quoi exiger une vigilance constante. Julien a également dû faire face à ses propres limites. La tension constante a altéré son jugement, et une erreur aurait pu lui être fatale. À un moment donné, il a refusé une offre de publication immédiate proposée par Élodie, préférant consolider les preuves avant toute divulgation. Cette décision a démontré une maturité et une maîtrise de soi qui lui avaient fait défaut au début de l'enquête. Le dépassement de ces difficultés ne reposait pas sur un courage impulsif, mais sur la discipline. Julien apprit à agir dans le silence, s'en servant comme d'un bouclier. Chaque pas était calculé, chaque contact évalué. Il abandonna le besoin de reconnaissance académique et s'engagea plus profondément envers la vérité qu'il avait découverte. Mathieu, de son côté, perçut le changement de tactique de son adversaire. L'absence de mouvement visible rendait Julien plus difficile à suivre. Le conflit entra dans une phase moins prévisible, où les actions indirectes pouvaient causer plus de dégâts que les affrontements directs. À la fin de cette période, Julien n'était plus le chercheur attiré par les lacunes de l'histoire. Il était devenu capable d'assumer le poids de ses découvertes, conscient des conséquences et prêt à les affronter. Son évolution fut non seulement intellectuelle, mais aussi stratégique et émotionnelle. L'histoire s'orientait vers un moment où la préparation et la résistance seraient décisives. Le silence régnait encore, mais certains savaient désormais comment le briser sans s'y laisser engloutir. À mesure que l'échéance approchait, chaque action devenait plus urgente. Julien Arnaud et Élodie Marchand savaient que le temps pressait et que la moindre hésitation risquait de compromettre tout leur travail. Leur stratégie consistait donc non pas à une exposition immédiate, mais à la mise en place de multiples canaux de diffusion capables de perdurer même en cas d'interruption de l'un d'eux. Les documents obtenus à la villa La Léopolda furent classés dans des dossiers indépendants, dont des copies furent diffusées hors de France. Julien veilla à ce qu'aucun élément ne soit concentré en un seul lieu. L'information, fragmentée et protégée, devint ainsi moins vulnérable aux effacements qu'il avait constatés tout au long de l'enquête. Certaines intrigues secondaires commencèrent à se conclure discrètement. Clermont-Ferrand quitta la région sans annonce publique. Son départ définitif de la bibliothèque fut considéré comme une demande volontaire, mais Julien reçut d'elle un dernier message bref, confirmant que certains documents ne retourneraient jamais aux archives officielles. C'était un adieu discret, mais sans équivoque. Henri Valois ne réapparut qu'une seule fois, lors d'une brève rencontre orchestrée par Élodie. Visiblement abattu, il remit à Julien une vieille clé USB sans donner d'explication détaillée. Son contenu comblait des lacunes cruciales dans les archives souterraines de la villa. Après cette rencontre, Valois disparut de nouveau, cette fois de son plein gré. Son histoire ne s'acheva pas par une rédemption, mais par une retraite stratégique. Mathieu Renaudin, constatant l'activité croissante, intensifia ses préparatifs. Des avocats internationaux furent contactés, des fonds redistribués et une opération de réhabilitation de la réputation du site fut mise en place.
Le discours officiel concernant la villa La Leopolda commença à insister exclusivement sur sa valeur historique et culturelle, anticipant ainsi toute tentative de l'associer à des pratiques illicites. Les tensions s'exacerbèrent lorsque Julien constata des signes manifestes d'une surveillance accrue. Un lieu de rencontre fut compromis. Un intermédiaire d'Élodie se désista sans explication. La moindre erreur était fatale. Le point de non-retour approchait, non plus comme un événement lointain, mais comme une collision imminente. La décision finale a été prise d'un commun accord. Plutôt qu'une accusation isolée, ils ont opté pour un mouvement coordonné impliquant des médias internationaux et des organisations indépendantes. L'impact ne reposerait pas sur un seul moment, mais sur une série de révélations planifiées. À la Villa La Leopolda, les préparatifs prirent une autre forme. La propriété fut partiellement vidée. Le personnel essentiel resta sur place, tandis que d'autres furent temporairement licenciés. Le manoir, une fois encore, sembla se replier sur lui-même, comme s'il se préparait à résister. Julien ressentait le poids de la décision. Il n'y avait plus de place pour le recul, ni pour la négociation. Tout ce qui s'était accumulé, preuves, alliances, pertes, convergeait vers un seul point. La préparation à ce moment décisif n'était pas seulement logistique, mais aussi psychologique. Une fois le plan finalisé, il ne restait plus qu'à attendre le moment opportun. Le silence, qui avait si longtemps protégé la villa, commençait à se muer en une tension palpable. Et une fois brisé, il serait impossible de le rétablir. Le dénouement commença par une matinée en apparence ordinaire sur la côte d'Azur. Le ciel dégagé contrastait avec la tension palpable qui montait en coulisses. Julien Arnaud et Élodie Marchand avaient tout orchestré. Le premier paquet de documents fut envoyé simultanément à 3 médias internationaux et à 2 organismes indépendants de surveillance financière. Aucune annonce préalable ne fut faite. La révélation devait avoir lieu avant même qu'une réaction coordonnée soit possible. La réaction fut immédiate. Les téléphones se mirent à sonner sans arrêt dans les bureaux liés à Mathieu Renaudin. Des avocats tentèrent d'empêcher les publications, mais se heurtèrent à des obstacles juridiques inattendus. Le tournant survint lorsqu'une des organisations confirma publiquement l'authenticité des archives clandestines de la Villa La Leopolda, validant des contrats et des flux financiers jusque-là inconnus. Mathieu comprit qu'il avait perdu la maîtrise du récit. Pour la première fois, sa stratégie d'anticipation avait échoué. Il tenta de solliciter des contacts politiques, mais se heurta à des résistances. Le silence qu'il avait jusque-là protégé se retourna contre lui. Chaque tentative de confinement ne fit qu'amplifier la portée de la dénonciation. Pendant ce temps, Julien se trouvait confronté au moment le plus dangereux. Un rendez-vous convenu de longue date s'avéra être un piège. Il fut suivi et confronté dans un parking isolé. Il n'y eut pas de violence explicite, seulement une intimidation directe. Le message était clair. Des conséquences étaient encore possibles. Julien, cependant, ne céda pas. Au contraire, il activa la deuxième phase du plan. Le véritable tournant survint lorsqu'Élodie révéla simultanément un lien direct entre Mathieu Renaudin et Victor Lemaître, apportant ainsi une preuve documentaire et une continuité opérationnelle. Le passé et le présent devinrent indissociables. Le récit, soigneusement construit, s'effondra. La pression publique s'est accrue. Le fisc a annoncé des enquêtes préliminaires. Les partenaires commerciaux ont commencé à prendre leur distance. La Villa La Leopolda, autrefois symbole de prestige, est devenue un foyer de suspicion. Julien observait le déroulement des événements avec une lucidité sans précédent. Point d'euphorie, seulement une prise de conscience. Sa transformation était complète. Il ne recherchait plus ni validation extérieure, ni protection institutionnelle. Il assumait les conséquences de ses choix, conscient que le chemin à parcourir serait irréversible. La confrontation finale ne s'est pas déroulée à huis clos, ni par un affrontement physique, mais dans l'espace public de l'information. Mathieu Renaudin a été contraint de prendre la parole, rompant des années de silence calculé. Chaque mot, soigneusement choisi, en a révélé plus qu'il n'en a dissimulé. Lorsque la Villa La Leopolda fit la une des journaux, non comme patrimoine mais comme preuve,
le point culminant fut atteint. Le système qui avait survécu à des décennies de questions directes se trouvait désormais confronté à quelque chose qu'il ne pouvait contrôler, une exposition continue. Rien n'était complètement résolu, mais le conflit central avait été tranché. Le silence avait été rompu, et cela, en soi, constituait déjà une transformation définitive. Les conséquences de l'exposition de la Villa La Leopolda ne se sont pas manifestées immédiatement ni de façon spectaculaire. Elles se sont propagées lentement, telles des fissures qui ne deviennent visibles que lorsque la structure ne peut plus supporter son propre poids. Des enquêtes officielles ont progressé dans différents pays, révélant chacune des fragments d'un système qui avait fonctionné pendant des décennies en marge de la légalité. Mathieu Renaudin ne fut pas arrêté sur le champ. Sa chute fut progressive, marquée par des retraits stratégiques et la dissolution silencieuse d'alliances. Les institutions qu'il avait soutenues auparavant commencèrent à nier tout lien avec lui. Les projets culturels furent suspendus. Le prestige qui l'entourait s'estompa, remplacé par une surveillance constante qui limitait ses déplacements. La Villa La Leopolda demeura fermée au public, officiellement pour des raisons administratives et structurelles. Officieusement, elle devint un lieu d'observation permanente. Ses jardins impeccables dissimulaient désormais un passé impossible à ignorer. La demeure avait cessé d'être un simple symbole de pouvoir pour devenir un site de recherche de premier plan. Julien Arnaud dut faire face aux conséquences de sa propre carrière. Sa carrière universitaire, telle qu'il la connaissait, prit fin. Les invitations cessèrent, les publications furent reportées sine die. Pourtant, il ne manifesta aucun regret. La vérité qu'il avait contribué à révéler avait un prix, et il l'avait consciemment acceptée. Au cours des mois suivants, Julien suivit de loin l'évolution de la situation juridique et politique. Son implication directe diminua, mais l'impact de ses actions ne cessa de croître. Sa transformation personnelle était manifeste. Il ne cherchait plus à combler les lacunes de l'histoire, il cherchait à comprendre comment le silence se construit et comment le briser. Élodie Marchand a repris sa carrière publique, désormais soutenue par des réseaux internationaux. Son partenariat avec Julien s'est terminé discrètement, sans promesse ni obligation. Tous deux savaient avoir rempli leur rôle dans ce chapitre de leur vie. La disparition définitive de figures secondaires comme Henri Valois et l'absence de toute mention officielle de Gaston Rivière ont renforcé une vérité dérangeante. Tous les dégâts ne seraient pas réparés. Certaines pertes resteraient impunies. La conclusion n'apportait aucun réconfort. Le système avait été ébranlé, mais pas anéanti. Pourtant, quelque chose d'essentiel avait changé. Le silence, une fois rompu, ne retrouverait jamais sa forme originelle. Julien le comprit en observant de loin la colline où la villa se dressait immobile. Le lieu demeurait, mais sa signification avait été à jamais altérée. Et dans ce nouveau contexte, l'histoire ne s'achevait pas sur des réponses définitives, mais sur une prise de conscience accrue du prix à payer pour garder les vérités enfouies. Des mois plus tard, la Villa La Leopolda demeurait plongée dans un silence d'un autre ordre. Non plus un silence imposé, mais celui qui naît après l'effondrement d'édifices anciens. La demeure, désormais sous enquête permanente, était rarement évoquée en public, comme si le simple fait de la mentionner conservait une importance particulière. Julien Arnaud avait suivi une voie différente. Loin du monde universitaire et des projecteurs, il s'était consacré à des projets plus modestes, presque invisibles, où le risque était moindre, mais où la finalité demeurait intacte. Il avait appris que certaines vérités n'ont pas besoin d'être sous les feux de la rampe pour exister. Dans une archive numérique protégée, un dernier document attendait d'être publié. Non pas pour être publié, mais pour rappeler que le silence, lorsqu'il est entretenu trop longtemps, finit par devenir la preuve même de ce qui était dissimulé. Des histoires comme celle de la Villa La Leopolda ne sont pas là que pour être lues. Elles résonnent ailleurs, sous d'autres noms, dans d'autres édifices restés intacts, car peu osent les remettre en question.
Le silence qui a protégé cette demeure pendant des décennies n'est pas un cas isolé. Il se répète chaque fois que des vérités gênantes sont écartées du récit officiel. Si ce récit a suscité chez vous un malaise, une réflexion ou des doutes, partagez ces sentiments. Remettez en question ce qui semble immuable. Soyez attentifs à ce qui reste sous-entendu. Chaque lecteur attentif contribue à affaiblir les systèmes fondés sur l'effacement. Réfléchissez. Combien d'autres histoires restent enfouies, non pas par manque de preuves, mais par un silence excessif? Lorsque vous aurez terminé de lire ceci, gardez cette question en tête. Et lorsque vous trouverez un silence absolu, souvenez-vous qu'il n'est presque jamais vide.